Vous suivrez dans cette édition un entretien avec notre confrère malien, Ibrahima Sako, qui va nous parler de la situation politique qui prévaut dans son pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Avant toute chose, nous vous prions de suivre le sommaire. Les autorités congolaises, tant nationales que locales, réitèrent leur engagement à soulager la peine des populations de Goma soumises à rude épreuve après l'éruption volcanique de Nyiragongo. La crise humanitaire de Goma a figuré en bonne place au cours du Conseil des ministres. La 5e réunion du Conseil des ministres s'est tenue par visioconférence, présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les points abordés figure en bonne place la situation humanitaire après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le détail à travers ce compte rendu fait pour vous par Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement. De la communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabuno. Sur le plan sécuritaire, les présidents de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Il a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir la prorogation de 15 jours de l'état de siège permettant à nos officiers de continuer les déploiements de leurs plans. Une autre réunion s'est tenue ce vendredi 28 mai 2021 à Goma avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba. 3 points ont été abordés avec les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, les responsables de ZONG, OCHA et les cadres de la protection civile. Il s'agit notamment de l'évaluation de la situation actuelle et suivi du mouvement de population, les actions humanitaires actives à Goma et ses environs. Suivez. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Prenant la parole pour la circonstance, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu, a expliqué à l'assistance qu'il suit de près le mouvement des populations évacuées dans les zones rouges et à cet effet, il a constaté que les populations commencent déjà à s'installer dans les sites et que les points focaux sont déjà identifiés, ce qui va faciliter l'assistance du gouvernement et des humanitaires. Toutefois,
il a invité la Division provinciale de la santé et la protection civile à activer la surveillance épidémiologique et la prise en charge des enfants non accompagnés. De l'évaluation de la situation actuelle du volcan Nyiragongo, l'Observatoire volcanologique de Goma a, en ce qui les concerne, présenté les données actuelles du volcan Nyiragongo. La sismicité et la déformation du sol continuent à indiquer la présence du magma sous la zone de Goma avec une extension sous le lac Kivu. La comparaison des images radar acquises indique que le cratère à l'intérieur au sommet de Nyiragongo continue de s'élargir après le drainage partiel du lac des laves. Sur base de ces informations, on ne peut toujours pas actuellement exclure une éruption à terre ou sous les lacs, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun signe précurseur. L'éruption volcanique de Nyiragongo fait encore couler encre et salive. Nous vous proposons de suivre un dossier axé sur la vie d'un volcanologue qui éclaire nos lanternes sur cette actualité avec nos confrères de TV5 Monde. En fait, le lac Kivu, il est composé de différentes couches, des couches de surface, des couches supérieures qui se mélangent de manière saisonnière, et une couche dans le fond qui est une couche permanente, qui ne se mélange pas avec ces couches de surface, et dans lequel est dissous une très grande quantité de gaz, dont du dioxyde de carbone et du méthane. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence finalement? Quel pourrait être le risque lié à ce? Qu'est-ce qui pourrait se passer autour? Ce qui pourrait se passer, c'est que cette couche permanente se mélange avec les couches de surface et que le gaz qui est dissous, en fait, se libère. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique. Et ce genre de choses serait une catastrophe très importante puisque ce gaz pourrait asphyxier toute vie autour du lac. Donc en clair, le risque qui reste là aujourd'hui, c'est un risque d'asphyxie pour les habitants de Goma qui resteraient autour de ce lac Kivu, c'est bien ça? C'est ça, si cette éruption se passe et si tout le gaz s'échappe d'un coup. Maintenant, on ne sait pas si quelque chose peut déstabiliser le lac actuellement. On a peur évidemment que la lave ne sorte dans le lac et ne perturbe cela, mais on ne sait pas si ça peut arriver, si ce genre d'éruption sous lacustre puisse le déstabiliser, et on ne sait pas si tout le gaz s'échapperait en une seule fois. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et donc c'est vraiment un scénario extrême qui est probablement le plus extrême, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça puisse arriver. Mais pour réellement. lequel on se prépare tout de même. Alors, les tremblements de terre très forts et très rapprochés qu'il y a encore en ce moment dans la région, qu'est-ce que ça indique du danger qui subsiste ? Cette crise sismique, elle a démarré en même temps que l'éruption et elle s'est propagée du nord vers le sud, du volcan Nyiragongo vers la ville de Goma et le lac Kivu, et elle correspond à du magma qui bouge en profondeur. On a du magma qui continue à bouger. C'est-à-dire des roches en fusion quand vous parlez du magma, c'est ça ? Voilà, le magma, c'est de la roche en fusion. C'est le magma, on l'appelle la lave quand il est à la surface du sol. Et ce magma continue de bouger actuellement. Et c'est ce qu'on essaie de surveiller maintenant, de regarder. Et notre plus grande crainte, c'est que ce magma revienne à nouveau vers la surface dans les jours qui viennent. Mais ça veut dire que s'il revenait à la surface, il aurait aussi des risques d'éclore peut-être n'importe où dans la ville, puisqu'il y a des failles maintenant en raison des tremblements de terre. Donc oui, les tremblements de terre sont liés à ce magma qui bouge, et le magma il pourrait arriver en surface soit dans la ville, soit dans le lac Kivu. C'est un des scénarios possibles, il pourrait très bien aussi ne rien se passer. Très bien, alors peut-être une dernière question. On a beaucoup parlé ces derniers jours des défaillances dans la communication, dans les procédures d'évacuation de la population. Concrètement, comment devrait se passer une préparation optimale au risque volcanique dans une zone qui est soumise, comme c'est le cas de Goma ?
Bon, le plus important, c'est d'abord que la population soit informée sur ce qu'il faut faire en cas de catastrophe, en cas d'éruption. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment très important. Ensuite, il faut des canaux de communication, des canaux entre les scientifiques, la protection civile et les autorités, mais aussi des canaux qui se dirigent vers la population pour les alerter. Et dès qu'ils sont alertés, ils sont censés savoir quoi faire et s'ils doivent évacuer, ils savent par où ils doivent aller, ils doivent se diriger. Système d'alerte, donc plan de communication et plan d'évacuation. Merci beaucoup Benoît Smets, volcanologue au musée de Tervuren en Belgique, également collaborateur de l'Observatoire volcanique de Goma en RDC. On va changer de registre. La nouvelle loi de la CENI apporte plusieurs innovations par rapport à celle qui a régi cette institution de l'appui à la démocratie. Avant, par ailleurs, certaines dispositions ont été prises par rapport à l'indépendance de ses membres. Nous vous proposons de suivre le propos de quelques élus quant à ce. La plénière de ce 28 mai qui devait se pencher sur l'examen et l'adoption de 2 projets de loi, à savoir la loi organique de la CENI et celle portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, n'a finalement pas réussi à épuiser son ordre du jour. Les débats sur la loi dite Lutundula a eu les dessus sur toutes les autres matières. Ainsi, au nom de la commission politique, administrative et juridique, PAJ, qu'il dirige désormais, l'honorable André Mbata, élu de Dimbélengue, au Kasaï central, a présenté une économie du travail reflétant les grandes options et innovations proposées à la sanction de la plénière. Celui qui a commencé son speech au prétoire de la Chambre basse en évoquant le célèbre et historique discours d'Abraham Lincoln sur la démocratie prononcé au cimetière de Gutenberg en 1863, s'est abstenu de vouloir dépolitiser la Commission nationale électorale indépendante en déclarant en substance qu'une institution d'appui à la démocratie dont la mission est d'organiser les élections ne saurait être apolitique. Pour lui, la CENI ne peut pas devenir l'apanage de groupes de pression dont l'objectif est autre que la conquête et l'exercice du pouvoir, qui en exclurait les partis politiques et les élus du peuple qui représentent la nation. L'indépendance de la CENI est donc relative et fonctionnelle, elle-même étant par essence politique. Cette institution ne saurait être totalement indépendante du peuple, ni des représentants légitimes de la nation, a-t-il soutenu. Raison pour laquelle ses membres sont investis par ordonnance présidentielle et leur désignation entérinée par l'Assemblée nationale à laquelle la CENI est tenue de faire rapport. Au nombre des innovations figure notamment l'enrichissement de la plénière de 5 nouveaux membres. Au lieu de 10 membres issus de la composante politique constituée par la majorité et l'opposition, la commission PAJ a prévu 5 membres supplémentaires qui proviennent de la société civile, alors que dans le texte existant, la société civile n'était pas arrivée à ce nombre. C'est l'assemblée plénière de 15 membres qui exercera le contrôle interne au lieu d'une commission permanente d'évaluation pour ne pas multiplier inutilement les organes et alourdir la machine électorale, a étayé l'élu de Dimbélengue. Répondant aux attentes de renforcement de l'indépendance des membres de la CENI, en les protégeant des pressions de leurs mentors, la nouvelle loi leur interdit toute participation aux activités des partis politiques et contributions financières grâce aux ressources de la CENI, comme par le passé. Cela vaut aussi pour les membres de la CENI issus de la société civile qui ne peuvent pas non plus continuer à assumer les fonctions de direction au sein de celle-ci, a-t-il insisté. Et pour mettre fin à l'impunité, les membres de la CENI sont passibles désormais de sanctions par le Conseil d'État. Ils peuvent être déchus et à la fin de leur fonction, ils peuvent également être poursuivis, a-t-il martelé. Le débat qui s'en est suivi a porté sur la sécurisation du personnel de la CENI, l'autonomisation du fonctionnement du secrétariat exécutif national, la création par le Trésor public d'un compte spécial dédié aux élections et l'interdiction faite aux différentes composantes de retirer un membre déjà désigné. À l'issue de ces débats, l'Assemblée a déclaré recevable le rapport de la Commission. Un délai raisonnable a été accordé aux députés nationaux pour déposer les amendements au bureau du rapporteur. Toujours au Parlement, la Chambre basse a déclaré recevable le rapport de la Commission politique, administrative et juridique sur la loi organique de la CENI, loi dont les options et innovations ont été évaluées au cours de la plénière de ce vendredi 28 mai 2021. Paul-Dor Patrick Gazemi. Vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi, où la société civile, où son quota est revu à la hausse. Nous voulons de la transparence, mais aussi qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints? Non.
Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances et que c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023. Ensuite, sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Parce que nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023. Et pour ce faire, il y avait la question de l'indépendance des membres de la CENI, il y avait la question du financement de la CENI, du contrôle de la CENI, même si on a refusé les COPEC, mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandres pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. Ce que moi, je ne veux pas. Donc soyez tranquilles, le processus est déjà entamé, le rapport sera accepté, la loi sera votée et promulguée et nous irons aux élections. Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison des 5 membres. Et nous avons adopté cela. Nous avons adopté et cela constitue une innovation. Deuxièmement, comme innovation, c'est faire en sorte que les membres de la CENI soient vraiment indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis, comme on l'a vu dans le passé. Cette fois-ci, dès que vous êtes élu, désigné membre de la CENI et entériné par l'Assemblée nationale, investi par le président de la République, vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial. On doit savoir quels sont vos biens. Tout à fait autre chose, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, a remis ce vendredi 28 mai 2021 une enveloppe en guise d'intervention militaire et la prise en charge holistique de malades du centre médical de Niakoundé, situé à plus de 40 km de Bunia, dans le territoire d'Iromo, victime des atrocités de miliciens FPIC. Le centre médical évangélique de Niakoundé connaît de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Ceci à la suite des attaques à répétition de miliciens de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Conséquence, la faible fréquentation de malades ainsi que l'insuffisance de stock de médicaments. Préoccupé par la situation sanitaire de cette formation médicale, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, qui a visité cet hôpital, n'a pas hésité de venir au chevet de quelques malades dépourvus de moyens. Un motif de satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital général de Niakoundé. Lors de son passage des autorités provinciales à l'hôpital de Niakoundé, il a palpé du doigt de tout ce que nous avons comme difficulté, comme besoin. Et c'est pour cela qu'il nous a promis de réaliser quelque chose en vue de subvenir à tous ces besoins-là. Par exemple, en carburant, en nourriture, parce qu'avec les malades que nous logeons là-bas, ainsi essayer de voir quelques kits d'urgence que nous pouvons essayer d'aider avec l'hôpital actuellement. Oui, il venait de nous remettre un montant de $5 000. Grâce aux actions salvatrices menées par le FARDC, Niakoundé et environ peuvent désormais respirer la paix, tel élevé du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En vue de rendre son environnement sain, la population de la cité pacifique au quartier Kimwenda situé dans la commune de Mongafula a procédé à l'assainissement ce samedi 29 mai 2021, lequel assainissement a réuni le chef de quartier, le notable ainsi que le chef de rue, témoin de cet événement, Popol Ziako et Papi Katassi. Tel que les images les démontrent, ici nous sommes à la cité pacifique, précisément au quartier Kimwenza Gare, à la commune de Mongafula.
La population de ces coins de la capitale avale des kilomètres et des kilomètres pour atteindre les centres-villes faute de routes praticables. Dans un élan de prise de conscience, les notables du quartier, représentés par Joël Ndembe Mabiala, ensemble avec les chefs des quartiers, ont sensibilisé tous les chefs de rue, question de rendre l'environnement propre et les routes praticables. Cette prévision que nous voulons faire, ça peut nous éviter qu'il y ait des dégâts matériels et même humains aussi. Donc je pense que c'est ça que nous avons fait cette journée, c'est juste un début. À leur tour, les chefs de rue ont lancé leur cri d'alarme. Avec le temps, il y a maintenant plus des habitants et on a maintenant plus une forte densité. Et ce qui fait qu'on est buté à plusieurs maladies, des maladies saisonnières telles que des grippes, paludisme et aussi certaines maladies aussi qui sont liées aussi à la situation de l'environnement. Notre localité pacifique n'a pas d'accès. On n'a pas de route pour accéder, soit pour construire, soit pour faire quelque chose. Nous voulons à ce que ceux qui ont assez de moyens, qui puissent un peu nous venir en aide pour que cette population en profite. Espérons que ces ECS de la population du quartier Kimwenza dans la cité pacifique à Mongafula sera entendue par les autorités politico-administratives de la capitale. Affaire à suivre. Vous le savez, l'acteur comédien Roger Vika alias Mundweri est parti dans l'au-delà il y a de cela 2 ans. Ses amis pensent aller poser la pierre tombale à la nécropole. Les détails avec Ndaye Ilambouchi. Roger Vika alias Mundweri, fondateur du groupe Lisboy Original, a tiré sa révérence le 30 mai 2019. Il y a exactement 2 ans qu'il quittait la terre des hommes en laissant plusieurs œuvres en succès. Des hommages mérités lui ont été rendus par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que les autorités de la chaîne de référence Antenne à télévision. Le comédien Mundweri avait un style d'humour particulier comparé à une personne orgueilleuse et le plus riche de la RDC. Il voulait aider plus les femmes. En marge de ces 2 ans de disparition, les acteurs du groupe feront un déplacement le 5 juin 2021 à la nécropole, là où repose pour l'éternité. Il demande aux hommes de bonne volonté, ainsi qu'à ses fans qui l'ont connu sur scène, de les soutenir pour l'achat de la pierre tombale. Pour tout contact, veuillez voir le président Gérard Kaï, Vieux Gaou. Léa Banona. On va prendre notre confrère depuis le Mali. Il s'agit de Ibrahima Sako qui va essayer un peu de nous décrire la situation politique qui prévaut dans son pays. Bonsoir Ibrahima Sako. Bonsoir José Moussangana. Ça y est, l'homme fort du Mali est déjà connu. Il s'agit de Assimi Goïta qui a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle. Comment se présentent les choses actuellement? Effectivement, José, tout juste hier, dans un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, Assimi Goïta, vice-président de l'époque, a été proclamé par la Cour constitutionnelle président de la transition du Mali. Cela intervient tout juste après un coup de force perpétré par ces derniers contre le président de la transition, l'ancien président de la transition, Bandao. Et il faut le dire, ce coup de force est intervenu juste après la publication du dernier gouvernement de Mokhtar Ouane,
qui a quand même frustré les militaires qui se sentaient écartés de ce gouvernement. Et depuis ce moment, le Mali est tombé dans une incertitude totale. La transition a des difficultés de poursuivre son chemin, mais néanmoins quand même les concertations se poursuivent entre Assimi Goïta et les forces vives de la nation. Et hier, Assimi Goïta a rencontré les partis politiques. Lors de la rencontre, il a quand même proclamé officiellement qu'il va céder la primature au M5 RFP, Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui a quand même, depuis un moment donné, contesté la transition, et cela pourrait quand même calmer un peu la situation. Et au-delà de ça, s'il arrive à bien fédérer avec les partis politiques et essayer de mettre un gouvernement de large ouverture avec tous les partis politiques, ça pourrait quand même donner une chance d'aller vers une transition apaisée et reçue. On peut le dire, pour le moment, rien n'est clair. D'abord, des concertations se poursuivent pour mettre le nouveau gouvernement en place, mais il faut quand même retenir, Assimi a été proclamé par la Cour constitutionnelle président de la transition. Que peut être alors la suite réservée aux événements quand on sait que Assimi Goïta tend la main aux politiciens en leur offrant, n'est-ce pas, la primature? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait être une bonne chose aussi. Assimi tente d'être fédérateur en composant avec tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'écarter qui que ce soit. Il faut composer avec tout le monde pour qu'on puisse aller vers de l'avant et au moins quand même essayer d'aller vers les priorités qui nous attendent, les défis auxquels le pays a affronté. Donc aussi, réellement, Assimi arrive à les faire, je crois que ça pourrait nous conduire à l'objectif recherché. Aujourd'hui, il est vraiment important que nous soyons ensemble. Donc, Assimi pourrait quand même composer avec tout le monde si réellement il veut réussir sa mission en tant que président de la transition. Parce que quand on essaie de voir un peu l'échec de l'ancien président, ça pourrait être un peu parce que quand le gouvernement qui était là n'était pas composé de toutes les forces vives de la nation, il n'y avait pas tous les partis politiques, jusqu'à quelques partis qui étaient dedans. Donc ça, c'est une erreur à éviter dorénavant. Assimi doit composer avec tout le monde, et quelles qu'en soient les circonstances, pour qu'on puisse aller de l'avant et essayer d'organiser les élections dans les délais prévus et sécuriser le pays. Et toutes les priorités qui nous attendent, essayer d'aller vers ces priorités. Ibrahima Sako, le Mali entre, n'est-ce pas, dans un cycle d'instabilité politique. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir? En tant que Malien, je ne peux qu'être optimiste parce qu'il faut le dire. C'est vrai que le pays est dans une situation très délicate, mais nous sommes obligés d'être optimistes parce que voilà, à cœur veillant, rien n'est impossible comme on le dit. Maintenant, si tous les Maliens se donnent la main, travailler ensemble, aller avec le même but, on pourrait arriver à la destination. Parce que le Mali aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, a besoin de l'ensemble de ses filles et de ses fils pour quand même relever les défis de la sécurité, de la corruption, de la délinquance financière et tout autre mot qui touche notre pays. Donc l'union nationale est obligatoire aujourd'hui pour nous les Maliens si nous voulons la solution à notre crise et essayer de quitter de toutes ces situations. Merci Ibrahima Sako pour vos analyses. Bonne soirée chez vous à Bamako. Je vous en prie, José Moussangana. Merci à vous et à toute équipe de l'Antenne A. Merci de m'avoir associé à votre journal. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, suivez plutôt ce rappel du titre.
Les autorités congolaises, tant nationales que locales, réitèrent leur engagement à soulager la peine des populations de Goma soumises à rude épreuve après l'éruption volcanique de Nyiragongo. La crise humanitaire de Goma a figuré en bonne place au cours du Conseil des ministres. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.